président Sadat est à Paris avant la rencontre diplomatique de Camp David aux États-Unis. Mise en garde de M. Barr aux industriels, les salaires augmentent trop vite. M. Fabre, ancien leader des radicaux de gauche, accepte officiellement une mission d'étude sur l'emploi qui lui est confiée par le chef de l'État. Le Premier ministre français au général Videla, développement de nos relations souhaitables, mais dans un climat plus détendu. Monsieur, bonsoir. Anwar el-Sadat à Paris depuis quelques heures. Anwar el-Sadat de passage en France pour une vingtaine d'heures. Le président égyptien, vous le savez, se rend au sommet de Camp David, comme le Premier ministre israélien Menachem Begin. Il a choisi de faire escale à Paris et fait en ce moment même, avec le président français, le point des négociations pour la paix, depuis son dernier passage à Paris en février dernier. Le président français qui est allé lui souhaiter la bienvenue au palais Marigny, ce qui relève plus de la courtoisie que du protocole, et les deux hommes vont dîner tout à l'heure ensemble. En quittant le Caire, le président Sadat a estimé qu'un échec du sommet auquel il va participer marquerait un retournement complet dans l'histoire du Proche-Orient. Il attache à ces négociations une importance aussi grande qu'à son voyage à Jérusalem en novembre dernier. Et de fait, l'enjeu est de taille pour la paix, pour le président Sadat, pour Menachem Begin, déjà arrivé à Washington, et plus encore peut-être pour Jimmy Carter, qui jette là dans la balance le poids d'une influence quelque peu dévaluée depuis quelques mois. C'est souriant que le président Carter est rentré à la Maison-Blanche la semaine dernière après avoir écourté ses vacances. Il désirait étudier le dossier du Proche-Orient qui est devenu pour lui le dossier numéro 1 de l'Amérique. Il a même délégué au vice-président tous les pouvoirs, car durant les entretiens de Camp David qui risquent de durer plusieurs jours, il restera avec ses deux hôtes. Ceci est exceptionnel dans l'histoire des États-Unis. Carter s'est engagé personnellement. Il estime que la situation au Proche-Orient est critique et qu'il faut à tout prix rétablir le dialogue face aux pressions de l'Union soviétique. Pour Carter, le problème le plus urgent dans cette affaire, c'est justement de conserver la zone des chefs arabes modérés, surtout Sadat et le roi Khaled dans l'Arabie saoudite. Je crois que c'est pour ça qu'il a vraiment engagé lui-même l'autorité américaine à ce point-ci d'avoir un sommet. Est-ce que vous pensez qu'il est en train d'essayer de sauver Sadat? Dans un certain sens. La thèse privée de Sadat pour un accord est assez proche de celle de Carter, notamment en ce qui concerne l'évacuation du Sinaï. Reçu à la Maison-Blanche en février dernier, il a demandé à l'Amérique de s'engager un peu plus aux côtés de l'Égypte. En acceptant de jouer le rôle de partenaire à part entière au Proche-Orient, Carter donne satisfaction à Sadat, mais a-t-il vraiment un plan de paix précis à proposer? Je ne pense pas que le président Carter ait l'intention de proposer un plan de paix déjà tout cuisiné, un plat préparé avec une recette miracle. Selon moi, il estime qu'il est nécessaire de rompre l'impasse actuelle. Les points critiques sont très précis. La question de la bonne volonté mutuelle, la question du retrait des territoires occupés, la question pour les Palestiniens de participer au processus qui permettra de déterminer l'avenir de leur propre territoire en fonction des arrangements secrets et des assurances pour le respect des frontières. Le rôle exact de l'Amérique au Proche-Orient, seule puissance acceptée par les deux côtés, est de demander à chacun des concessions tout en protégeant les intérêts propres de l'Amérique dans cette région du monde. Les intérêts économiques de l'Amérique sont évidemment liés à l'importance du pétrole arabe. Les États-Unis ne veulent pas risquer un nouvel embargo pétrolier. Ils voudraient amener Israël à plus de flexibilité. La visite en mars dernier de M. Begin aux États-Unis avait montré les divergences entre les deux hommes. Begin était rentré à Tel Aviv amer en affirmant qu'il résisterait à un diktat. Il a réussi en montrant que les divergences au sein de son gouvernement étaient mineures et que les Israéliens lui faisaient toujours confiance. C'est avec des mesures de sécurité exceptionnelles que M. Begin est arrivé hier à New York à bord d'un avion d'El Al. Accueilli par le maire, M. Koch, le gouverneur de l'État
et les représentants des organisations juives et sionistes aux États-Unis. Le choix de New York pour son arrivée est très significatif de l'atmosphère qui va régner à Camp David et où chacun des trois négociateurs essaiera de résister aux pressions des autres et où avant, il faut montrer ses atouts. C'est pour cette raison que M. Begin est arrivé à New York 3 jours avant le sommet en raison de l'importance et du poids de la communauté juive de cette ville. L'image de marque de M. Begin s'est très nettement améliorée ces dernières semaines aux États-Unis et il montre ainsi à M. Carter, le président des États-Unis, les limites des pressions qu'il pourra exercer sur lui, avec en toile de fond évidemment les élections de 1980 pour la présidence et les dangers que pourrait courir M. Carter pendant ces élections. Oui, le sommet de Camp David donc s'ouvre mercredi après-demain. Toujours à l'étranger, dramatique accident d'avion en Rhodésie. Un Viscount s'écrase pas très loin de Salisbury. 10 survivants en réchappent, presque miraculeusement, mais sont aussitôt abattus à coups de feu par des guerrilleros nationalistes. Manifestation antinucléaire à Moscou cet après-midi, organisée par une ligue américaine de résistance à la guerre. 7 de ces Américains ont été arrêtés, ainsi qu'un certain nombre de journalistes étrangers molestés par plusieurs dizaines de policiers en civil. Encore des manifestations en Iran, cette fois en plein centre de la capitale, Téhéran. La fin du Ramadan a donné lieu à de longues processions et on a pu voir des manifestants offrir des fleurs aux soldats qui leur faisaient barrage. Aucun incident. En revanche, celles qui se sont déroulées à Qom, ville religieuse, ont-elles été très violentes. Nos reporters étaient là. Ils ont pu, vous allez le voir, filmer la scène dans des conditions très périlleuses. L'ayatollah Sharif Madori, le chef religieux de la ville de Qom, ne laisse place à aucune équivoque. Tant qu'il y aura de bonnes raisons, les manifestations se poursuivront toutes les nuits dans la ville sainte de l'Iran. Et c'est la nuit entre minuit et 2 heures du matin que de tous les quartiers de la ville de Qom, les militants religieux sortent de leur maison pour venir sans armes tenir tête aux forces militaires aux cris de « liberté, liberté ». Les affrontements sont souvent violents, les briques répondent aux grenades lacrymogènes ou aux tirs à balles réelles. Des incendies sont allumés. Tout cela va durer 2 heures. Les manifestants, au bout de la rue, les militaires et les policiers en civil de la SAVAK, derrière les véhicules de pompiers. Au matin, la voie sera nettoyée, de façon qu'il ne reste que rien, pas une douille, pas une pierre, rien, jusqu'à la nuit prochaine. Ici, on dit, le Coran est plus fort que les fusils. En France maintenant, coup de semonce de Raymond Barre sur les salaires. Si l'on veut relever les bas salaires, écrit-il à son ministre de l'économie, il faut empêcher à tout prix tout dérapage des autres rémunérations. L'attribution des prêts de l'État, dit-il à René Monory, doit tenir compte du comportement des entreprises en matière de rémunération. Une hausse excessive des salaires en septembre pourrait entraîner un rationnement des crédits. Il faut dire que le Premier ministre a dû être alerté par la très forte hausse des salaires, surtout des bas salaires, pour le 2e trimestre 78. Il a d'ailleurs ajouté « Je vous rappelle que c'est à de telles mesures qu'il conviendra de recourir », en parlant donc d'une restriction de l'encadrement du crédit, la liberté des prix étant irréversible. Aussitôt, la CGC, déjà inquiète des projets gouvernementaux en matière d'abattements fiscaux, a fait savoir qu'elle s'opposerait avec énergie à tout blocage ou régression du pouvoir d'achat, déjà amputé, dit-elle, du personnel d'encadrement. Quant à la CGT, elle estime que c'est une atteinte intolérable à la liberté de négociation. Robert Fabre a dit oui, il a dit oui au président de la République, qui, vous le savez, lui avait proposé une mission sur l'emploi et le chômage. Ce n'est plus un accord de principe, comme il y a un mois, mais un oui définitif. Le chef de l'État lui a donné 3 directions. D'abord, développement du travail à temps partiel. Ensuite, meilleure définition des conditions dans lesquelles des travailleurs qui accèdent à la retraite peuvent continuer à exercer une activité. Enfin, favoriser l'acquisition d'une expérience professionnelle par les jeunes avant l'achèvement de leurs études. Favoriser aussi leur mobilité. Voilà, Robert Fabre a 6 mois maintenant pour réussir, pour travailler ce dossier. Il souhaite le faire, comme le lui a dit Valéry Giscard d'Estaing, c'est-à-dire en toute indépendance d'esprit, en homme d'opposition, non associé aux tâches gouvernementales. Pour lui, pas question de mettre un pied dans la majorité. Il est bien prévu et la lettre que m'envoie le président de la République le précise, qu'il n'y a pas de collaboration gouvernementale.
Bien sûr, je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas de contact avec le Premier ministre et les ministres intéressés. Mais comme je pourrais en avoir avec tous ceux qui voudront m'apporter leur contribution du côté des partis politiques ou des syndicats. Je suis un homme libre, je suis un parlementaire d'opposition, je suis un homme de gauche, et c'est à ces titres-là que je m'exprimerai. Alors il y a quelque chose de nouveau, bien sûr, car jusqu'à présent, nous n'avions pas la possibilité de cet accès au dossier et de ces moyens d'expression qui me seront donnés. Justement, vous apparaissez comme un agent de la décrispation, vous en êtes conscient? Je ne suis pas un agent. Je suis peut-être quelqu'un de bonne volonté qui accepte de prendre des risques et de faire le premier une expérience dont j'espère qu'elle sera bénéfique, d'abord dans l'intérêt du pays, ensuite dans l'intérêt même de la démocratie. Justement, est-ce que vous n'estimez pas que c'est un peu périlleux comme mission? Ça ne fait pas peur. Je pense que la politique, c'est un exercice périlleux tous les jours où on la vit. Ce oui de Robert Fabre est le 4e coup d'une rentrée politique qui a véritablement sonné hier et avant-hier avec 3 événements que nous allons maintenant détailler ensemble. Alain Duhamel, d'abord le séminaire de Rambouillet, le sondage du Point, une forme d'avertissement à tous les hommes politiques. Et puis d'abord l'élection partielle du Pas-de-Calais où l'on a vu le socialiste sortant manquer sa réélection d'un cheveu dès le premier tour. Oui, c'est ça. Alors on peut dire qu'effectivement, en 2 jours, les 3 premiers coups de la rentrée politique ont sonné, qu'il y a eu le séminaire, qu'il y a eu le sondage du Point, et donc qu'il y a eu, comme vous le disiez, l'élection partielle du Pas-de-Calais. Je crois que dans cette élection partielle, il est évident que quoi qu'on puisse dire à propos des élections partielles et qu'on connaît par cœur, c'est-à-dire que ça n'est pas représentatif sur le plan national, que les électeurs peuvent se défouler, qu'ils n'aiment pas qu'on invalide leurs députés, il est incontestable que c'est un succès important pour le Parti socialiste. Je dirais que ce succès, il est important pour plusieurs raisons. La première d'abord, c'est qu'on se posait tous une question, tous les observateurs, depuis les élections, qui était de savoir ce qu'il allait advenir du Parti socialiste, qui avait beaucoup progressé auparavant, et dont on se demandait s'il allait, après les élections et l'échec de la gauche, s'effriter ou ne pas s'effriter. De ce point de vue, je dirais même que, sur un plan simplement psychologique, c'est une satisfaction importante pour lui. La deuxième chose, c'est que ce succès important, c'est-à-dire le fait d'être passé de 33% en mars dernier au premier tour à 49% cette fois-ci, il a été acquis en bonne partie au détriment du Parti communiste, puisque le Parti communiste, dès le premier tour, a perdu la moitié de ses voix. Ce qui fait qu'on peut dire, à la limite, que ce succès du Parti socialiste, qui est un succès pour le Parti socialiste, est d'une certaine façon probablement amené à détériorer encore un peu davantage les relations entre socialistes et communistes. Et puis on peut aussi observer qu'apparemment une partie de l'électorat RPR a choisi de voter pour un candidat socialiste. Alors deuxième leçon, donc, celle qu'on peut tirer du séminaire de Rambouillet. Oui, alors là c'est une autre affaire. Je dirais que la chose la plus frappante au fond au séminaire de Rambouillet, c'est que le président de la République manifestement considère qu'il a du temps devant lui et que c'est la nouvelle denrée, c'est une denrée politique plutôt rare d'ailleurs en règle générale, le temps, apparemment il considère qu'il a du temps devant lui. Et donc à partir de ce moment-là, d'une part, il confirme tout à fait Raymond Barre parce que il est solidaire de sa politique et qu'il estime que pour faire la politique de Raymond Barre, c'est encore Raymond Barre le mieux placé. C'est ce qui donne, si vous voulez, à Raymond Barre la possibilité d'agir comme il le veut. On en a encore une preuve ce soir avec cette lettre donc envoyée à René Monory. La deuxième chose, c'est que sur le plan politique, il ne se fait pas beaucoup d'inquiétude à propos des problèmes internes de la majorité qui considère, ce qui a d'ailleurs souvent été sa pente par le passé, que finalement à l'intérieur de la majorité, il ne fallait pas dramatiser et que les choses tendaient à s'arranger d'elles-mêmes, malgré les tensions apparentes. Et puis troisièmement, qu'en même temps, il veut continuer sa politique d'ouverture. Là, on a l'exemple de Robert Fabre, mais qu'il ne se fait pas d'illusions. Il sait très bien que cette politique d'ouverture, elle ne va pas bouleverser l'ordre des choses en 5 minutes et que c'est plutôt, je dirais, un investissement pour la suite, horizon 81 ou 83. Alors le troisième coup de la rentrée, c'est donc ce sondage du Point, sondage IFOP, très intéressant et très dur pour les hommes politiques. Il est très dur pour tous les hommes politiques. Il comporte beaucoup de questions, donc il n'est pas question de toutes les résumer. Je crois qu'au fond, il y a 2 choses très importantes. La première chose, c'est que les Français considèrent qu'au fond, depuis les élections législatives, le président de la République n'a pas encore eu beaucoup l'occasion de tirer profit de la défaite de la gauche. La deuxième chose, et je crois que ce sera le grand point d'interrogation des mois qui viendront, c'est qu'au fond les Français ne sont pas encore vraiment fixés sur le point de savoir si pour eux il est préférable que le Parti socialiste, et c'est particulièrement vrai des électeurs socialistes, soit plutôt allié avec les communistes ou plutôt plus proche des giscardiens. Et je crois que ce sera le point d'interrogation de cette année. En matière sociale, licenciement global du personnel des écuries de Marcel Boussac, en tout une 50aine de personnes, cadres, lades et entraîneurs.
Impasse chez Terrain, les propositions de M. Fournier, l'industriel havrais intéressé par un rachat partiel de l'entreprise, eh bien ces propositions-là ont été rejetées par les ouvriers ainsi que par les cadres. Les ouvriers ont décidé de bloquer les 4 portes d'entrée du port de Marseille. Je vous rappelle que la semaine dernière, les syndics du règlement judiciaire avaient placé les quelques 3000 salariés de ce groupe marseillais de réparation navale devant l'alternative suivante, dire oui à Gilbert Fournier ou être licencié collectivement. Enfin, suspension comme prévu aujourd'hui à midi de la grève du zèle des contrôleurs aériens, 2500 en tout, qui vont se réunir demain en Assemblée Générale pour faire le bilan de leur action. Un document très instructif ce matin dans l'Humanité, il s'agit de la préface d'un ouvrage signé par 5 intellectuels communistes à propos de l'URSS face au PCF. Et quand on lit bien entre les lignes, on apprend beaucoup de choses, et pas uniquement sur Moscou, Jean-François Ternier. Et d'ailleurs, l'Humanité ce matin l'a publié, toute cette préface. C'est donc presque un document officiel. Et voyez-vous, c'est sans doute la première fois que dans un document officiel, le PC esquisse une autocritique qui porte sur, au fond, 50 ans de son histoire. Alors, je vous propose, si vous voulez, pour voir à quel point ce document est important, simplement de lire ensemble certaines de ces petites phrases qui, vous allez le voir, sont parfois étonnantes. Alors, première autocritique, le Parti communiste a couvert les crimes staliniens, n'a pas dénoncé les procès de Moscou, etc. Et cela donne cette phrase, écoutez, lisez bien, certains ont vu ce que nous ne savions pas voir, nous communistes, nous avons eu tort de méconnaître ou de suspecter leurs intentions et leur lucidité. Alors, on peut annoncer des réhabilitations. Deuxième autocritique, le Parti communiste s'est aligné idéologiquement sur le stalinisme. Il a, par exemple, épousé la querelle de Staline contre Trotsky. Et cela donne aujourd'hui cette autre phrase, lisez bien, ne faut-il pas mesurer aujourd'hui la place des idées de Trotsky et de bien d'autres qui ont constitué des courants du mouvement ouvrier. Alors, est-ce une réhabilitation des idées de Trotsky? Et cette autre petite phrase aussi très intéressante, Marx et Lénine ne sont pas plus infaillibles qu'aucun autre grand penseur. Et là, on va peut-être vers l'abandon d'ailleurs de la phrase marxiste-léniniste au prochain congrès, mais n'anticipons pas. Troisième autocritique, en 1956, les communistes français ont été très réservés, ils le reconnaissent vis-à-vis de la déstalinisation esquissée par Khrouchtchev. Et alors, nous avons cette phrase très intéressante, Maurice Thorez n'a-t-il pas manqué de confiance dans la force de la vérité dite aux masses par le parti? Jamais jusqu'à présent, on avait comme ça critiqué Maurice Thorez. Maurice Thorez, enfin, dont la veuve Jeannette Vermeersch est toujours très dure vis-à-vis des dirigeants communistes actuels. En ce moment. Toujours, disons, pro-soviétique. On s'en est rendu compte. Et enfin, dernière autocritique, les communistes reconnaissent que même quand ils ont commencé à critiquer les crimes de Staline, ils n'en ont pas tiré la conséquence, ils n'ont pas analysé les raisons de cette déviation de ces crimes. Et alors, cette phrase, c'est la raison pour laquelle nous avons été insuffisamment préparés à saisir toutes les composantes antimonopolistes et démocratiques de mai-juin 68. Jamais jusqu'à présent les communistes n'avaient reconnu ou n'avaient remis en cause leur position à 68. Alors simplement, vous remarquerez une chose, c'est que l'autocritique s'arrête très exactement au moment où Georges Marchais devient secrétaire général. Il y a 2 heures, arrivaient à Paris 4 hommes, 4 Français qui avaient perdu l'habitude de parler notre langue. Ils ont passé de longs mois dans les prisons argentines et leur libération, abondamment souhaitée, vous le savez, au moment du mondial, n'est finalement intervenue qu'aujourd'hui, à la demande du président de la République française et dans l'attente de 3 autres libérations que l'on dit imminentes. Alors je vous propose tout de suite de rejoindre Orly et d'écouter l'un de ces 4 hommes, interrogé par Bernard Benjamin. Ce qui nous intéresse surtout en ce moment, c'est insister sur les cas aussi bien des Argentins qui restent en prison que le cas des Français aussi bien en prison que disparus. Quelles étaient les accusations portées contre vous? Comment ça s'appelle Ils ont comme accusé d'avoir des armes, exactement. Mais la raison principale est une raison politique. Est-ce que vous aviez une activité politique à ce moment-là? Plus ou moins. Mon travail est dans le cinéma. Et j'étais intervenu quelquefois dans des émissions, pour réaliser des émissions sur Perron et sur Evita. Est-ce qu'au cours de votre incarcération, vous avez pu entrer en contact avec d'autres Français qui étaient emprisonnés? Non, jamais. Le régime interdit toute visite, tout livre, fumée, avoir n'importe quels éléments dans la cellule. C'est à la suite de la libération de ces 4 Français que Raymond Barre a décidé de dire oui à la proposition du président argentin qui souhaitait le rencontrer.
L'occasion en a été l'intronisation du pape Jean-Paul Ier, à laquelle assistaient les deux hommes qui se sont finalement vus ce matin. Le général Videla avait souhaité me rencontrer. Je lui ai exprimé la satisfaction du gouvernement français pour la libération des 4 Français qui est intervenu hier, puisqu'ils ont pris l'avion dimanche pour la France. Je lui ai dit que nous souhaitions vivement que le sort des 3 autres de nos compatriotes qui restent encore incertains puisse être très prochainement réglé. Je lui ai dit aussi que la France souhaitait le développement de ses relations de tous ordres avec l'Argentine, mais que ce développement se ferait d'autant mieux que le climat dans lequel il s'effectuerait permettrait à l'opinion publique de comprendre l'intensification de nos relations. Or, l'opinion publique française est par tradition très attachée au respect des droits de l'homme. Outre Raymond Barre, le général Videla a rencontré d'autres chefs de délégation, parmi lesquels les Suisses, les Italiens et les Allemands. Tous lui ont rappelé l'importance qu'ils attachaient au respect des droits de l'homme. Et pendant ce temps, toujours à Rome, où elle représentait non pas le gouvernement français, mais son mari à titre personnel, Mme Giscard d'Estaing a été reçue en audience privée, tout comme 12 chefs d'État, par le nouveau pape, Jean-Paul Ier. Vous pouvez un peu, s'il vous plaît, nous donner une idée de votre entretien avec le pape, enfin de quoi avez-vous parlé? Bon, ça a été un entretien vraiment très personnel et on parlait que de sujets qui n'ont rien que je puisse répéter en public. Quelle impression vous a fait le pape? Eh bien, c'est l'impression d'un homme très bon, très ouvert. Il parle très bien le français. Et je crois qu'il est très attaché à la France et à la culture française en particulier. Madame, est-ce que le pape vous a transmis un message pour le président de la République française? Eh bien, il m'a chargé pour lui de toutes ses pensées très affectueuses et pour tous les Français aussi. Maître Giletti, l'ancienne avocate de Jacques Messrine, va quitter le barreau. Elle se déclare écœurée par le comportement du Conseil de l'Ordre et par l'absence de solidarité de ses confrères. Mort de l'inventeur de la rabiche. Tous les anciens combattants savent qu'il s'agissait d'une pipe à couvercle qui permettait aux poilus de veiller dans les tranchées sans que l'ennemi les voie fumer. Eh bien, son inventeur s'appelait Victor Rabichon. Il s'appelait comme ça. Ses camarades avaient donné son nom à son invention. Près de 5000 spécialistes réunis ce matin à Paris pour le 5e congrès d'anesthésiologie, présidé par Mme Simone Veil. Au sommaire, les dernières techniques anesthésiques, leurs conséquences sur le cœur et sur l'appareil respiratoire, puis un autre thème, les anesthésies difficiles ainsi que les accidents. Alors déjà, au début de l'été, Martine Alain-Regnault, nous avions évoqué tous deux ce dossier important, puisque 3,5 millions d'actes anesthésiants sont pratiqués en France chaque année. Oui, et il n'y a pas de petite anesthésie, comme vous savez. La technique et la responsabilité, je dirais que ça se rejoint, et c'est l'un des thèmes du congrès, car s'il y a le moindre accident au niveau du cœur ou des vaisseaux, c'est immédiatement dramatique. Alors pendant toute la durée d'une anesthésie, on surveille constamment, on prend des mesures avec l'électrocardiogramme, on surveille les troubles du rythme, on étudie la chute de tension. Puis je voudrais vous présenter maintenant la sonde de Swan-Nagans, qui est un progrès, et vous verrez que cela aide à éviter bien des accidents. Alors cette technique existe depuis quelques années, pas très longtemps. Elle a été expérimentée un peu partout dans le monde, et pour la première fois à ce congrès, on va confronter les résultats pour voir quel est le progrès. Alors vous voyez la sonde qui a 4 entrées, plusieurs tubes qui vont passer dans un seul tube central qui va aller à l'intérieur du cœur. Alors elle permet de se tenir informé en permanence sur le débit cardiaque, sur ce qui se passe à l'entrée de l'oreillette droite et enfin de l'artère pulmonaire. Et puis, il y a un petit ballonnet que vous voyez là, qui va fonctionner un peu comme une voile pour un voilier. C'est le ballonnet que l'on gonfle à volonté en début d'anesthésie et qui, propulsé par le courant sanguin, comme la voile par le vent, va entraîner par la circulation, librement, la sonde en quelques secondes jusqu'à l'artère pulmonaire. Et de là, durant toute l'opération, la sonde ainsi placée renseignera sur la quantité de sang pompé, sur les raisons d'une chute de tension, par exemple. Alors, vous voyez ici la sonde que l'on place, et qui va très librement, poussée par le petit ballonnet en quelques secondes. Et sur un enregistreur, vous pouvez en permanence voir les progrès, voir s'il s'agit d'une hémorragie ou d'une insuffisance cardiaque, ce qui vaut une transfusion ou au contraire pas de transfusion, et ce qui peut être très grave.
ceci donne une chance supplémentaire aux inopérables jusqu'à présent. Alors, je vous dis que c'est très important de parler du cœur. Il va en être question pendant 5 jours, cœur et anesthésie. Mais je voudrais vous donner quelques chiffres pour que vous compreniez bien. Arrêt du cœur en salle d'opération, 1 sur 750. C'est tout de même important. Et 1 mort sur 2, c'est-à-dire 1 mort sur 1500. Deuxièmement, un risque insidieux, l'infarctus. En moyenne, 1 pour 200 chez les adultes, de 2 à 10 000 si on va très bien, mais 2% si l'on va mal. Alors ce risque, il faut le calculer avant. Alors, je dirais que l'anesthésie parfaite se passe en 3 volets. Avant, il faut un examen médical complet avec l'évaluation des risques et la préparation du malade. Pendant, une surveillance constante et sophistiquée, vous l'avez vu. Après, il faudrait, quand nous n'en avons que très peu, des salles de réveil et 10 jours d'observation. Alors, j'attire votre attention sur le fait que ces 3,5 millions d'anesthésies dont nous parlons, pour la moitié sont remboursées qu'à 15 par la Sécurité sociale, c'est-à-dire 115 francs pour cet ensemble. Alors, qu'est-ce que Mme Veil est venue dire au Congrès? Alors, Mme Veil s'inquiète quand même un peu de cette situation. Il y a assez d'anesthésistes, mais ils ne sont pas très bien rémunérés. Ils trouvent que c'est insuffisant. Et surtout, il y a trop d'accidents. Alors, elle a annoncé l'ouverture d'une enquête sur les morts anesthésiques, évaluer et recenser les accidents, les bonnes et les mauvaises conditions, faire une carte sanitaire en anesthésie, et puis donner les moyens d'une bonne anesthésie dans tous les cas, mais toujours, malgré tout, les anesthésistes prendront des risques. Bien, Martine, alors juste un mot sur cette réimplantation d'une jambe chez un garçonnet de 11 ans à Caen, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, qui fait beaucoup impression, mais qui n'est pas en fait la première greffe de la jambe. Ce n'est pas la première greffe. Les greffes de membres se font depuis 15 ans en France, beaucoup en Chine, beaucoup en Australie, mais c'est de la très belle chirurgie, et cela prouve que dans toute la province, comme à Paris, on a de la très bonne chirurgie française. Le sport maintenant, avec d'abord en cyclisme le prologue du Tour de l'Avenir, le Tour de France des amateurs si vous voulez, une course qui a été remportée aujourd'hui par le Belge Jan Bogart. Et puis Prague, les 12e championnats d'Europe d'athlétisme ont vécu, c'est maintenant l'heure des bilans, pas de grande surprise, les deux grands, l'URSS et l'Allemagne de l'Est ont quasiment raflé toutes les médailles, 13 médailles d'or pour l'Union soviétique contre 12 à sa rivale. Et dernière ces géants, eh bien, la France s'est contentée de quelques miettes, la médaille d'or de Rousseau et celle de bronze pour De Martre. Alors en philosophe, Daniel Casal est bien l'un des seuls à ne pas jeter la pierre à nos athlètes. On n'est pas très bon, mais une chose est sûre, si les autres étaient moins forts, on serait meilleur. En tout cas, on n'a pas beaucoup de chance, car on n'est pas passé loin de nombreuses médailles. Prenez Jean-Claude Nallet, 6e du 400 mètres haies. Eh bien, s'il était passé à côté des haies et non au-dessus, il aurait gagné. Si Pascal Barré, 5e du 200 mètres, était parti un peu avant les autres sans que ça se voit trop, il aurait terminé premier. Emma Rageau, 6e du 1500 mètres, si les 5 premiers avaient été disqualifiés, il aurait eu la médaille d'or. Si Alizé avait eu un vent favorable, elle aurait certainement réussi un meilleur temps. Au triple saut, si l'amitié s'était appelée Piscouline, il aurait eu la médaille de bronze. Quant aux 4 fois 100 mètres messieurs, s'il avait utilisé un faux témoin, il aurait gagné haut la main. Vous voyez qu'avec des scies, la France aurait collectionné les médailles d'or. Ah, j'oubliais. Si Rousseau n'avait pas sauté aussi loin, on n'aurait pas eu de médaille d'or du tout. Oui, c'est bien un Français qui a dit l'essentiel, c'est de participer. À cet égard, le baron de Coubertin était dans la note de Prague, mais il aurait peut-être souhaité une participation plus efficace. Alors plus sérieusement, j'ai de bonnes nouvelles de Chantal Rega, qui a été opérée hier à Prague. L'intervention, nous dit-on, s'est bien passée. La météo, pour terminer, tout d'abord aujourd'hui du soleil, vous le voyez sur pratiquement tout le pays, malgré quelques orages dans le sud-ouest. Demain, c'est la carte de demain que vous voyez en ce moment, et bien demain le pays sera coupé en 2 zones. Moitié nord après les brumes matinales du soleil, moitié sud un temps très nuageux avec pluie, averses éparses et même des orages. Une zone de mauvais temps remontera vers la Bretagne et le bassin parisien dans l'après-midi. Vers 23h05, la dernière édition du journal vous sera présentée ce soir par Bernard Pradino. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouverai avec plaisir demain. Bonne soirée à tous.